content de vous accueillir dans ce nouveau webinaire du Graal, groupe de recherche, de réflexion sur les alternatives critiques. C'est un petit groupe, je vais très rapidement présenter le groupe, ensuite je vais passer la parole à Khawla Belmassoud pour présenter notre invité. Ensuite on va écouter notre invité et on aura 20 à 30 minutes de questions-réponses. Donc je vous remercie, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont présents. Je remercie notre invité, Gérard Haddad, d'avoir accepté de nous faire l'amitié de nous parler d'une thématique d'actualité, mais qui est au-delà de l'actualité. C'est une thématique, je pense, fondamentale pour comprendre nos sociétés, nos organisations, nos économies aussi. Donc je suis très content de vous revoir, de revoir certains d'entre vous. Le Graal, c'est un groupe de réflexion, ce n'est pas une structure officielle, ce n'est pas une unité de recherche, ce n'est pas un laboratoire, c'est un groupe d'amis ouverts de différentes disciplines. Ce qui nous unit, c'est le sentiment d'un besoin de réflexion sur des alternatives critiques par rapport à l'économie, par rapport à la gestion, par rapport à tout ce qui se passe aussi bien en Tunisie que dans le monde. Donc, on se réunit comme ça, on profite d'Internet parce que c'est très flexible, c'est très facile, ça ne coûte pas, ça ne coûte rien. Et, c'est presque, l'empreinte carbone est très faible, on ne prend pas l'avion pour faire ce genre de conférence, donc à des heures aussi aménagées. On essaie à chaque fois de se rencontrer autour d'un invité ou d'une thématique pour réfléchir, pour sortir un peu de l'économie et de la gestion, pour voir dans des sciences sociales, pour voir dans la philosophie, pour voir à côté ce qui se fait, et en espérant que les jeunes et les moins jeunes peuvent en profiter. Voilà, j'ai été un peu long. Marhaba bikoum encore une fois, c'est vraiment un plaisir que de vous retrouver. Et merci encore une fois à Gérard Haddad. Bon, Khawla va le présenter, mais pour ceux qui ne connaissent pas Gérard Haddad est un Tunisien français. C'est un arabe et un juif, c'est un agronome, c'est un médecin, c'est un psychanalyste, c'est un philosophe, c'est beaucoup de choses à la fois, et il a toute cette expérience et ces passages qui font de lui quelqu'un pas d'unique, je vais pas, il ne faut pas non plus, mais en tout cas avec sa théorie du complexe de Caron, vous allez voir que c'est une réflexion extrêmement profonde, à la limite dérangeante, dans ce contexte. Comment réfléchir à la violence? Je vous avoue que j'ai très sincèrement, et Gérard Haddad le sait, j'ai hésité, on a hésité avec Khawla parce qu'on s'est dit le contexte, il y a ce déchaînement de la violence, alors que nous on est en train de discuter devant notre ordinateur ou bien au chaud. En ce moment il y a des enfants palestiniens et des mamans et des Palestiniens qui n'ont pas notre confort. Il y a une violence qui s'est déchaînée, il y a un génocide. Comment parler de la violence pour désamorcer la violence, pour combattre la violence, et non pas pour justifier la violence. C'est ça la difficulté, je pense. On veut comprendre d'où vient la violence en espérant un jour qu'il n'y ait plus de violence. C'est l'utopie, c'est le rêve, mais c'est comme ça. Et puis il y a l'actualité, mais au-delà de l'actualité, c'est vrai que l'actualité est saisissante, elle est brûlante. Nous sommes tous en deux. Comme Gérard Haddad l'a dit dans un échange avant cette conférence, c'est un vrai deuil. La Tunisie, il y a une blessure très profonde et malheureusement, je pense que beaucoup d'Occidentaux ne le comprennent pas, malheureusement. Il y a une blessure très profonde parce qu'un être humain, c'est un être humain. Il n'y a pas un être humain, qu'il soit juif, musulman, athée, chrétien, ça reste un être humain. Un enfant, c'est un enfant. Donc, il n'y a pas. Or, le traitement médiatique de ce que nous voyons ici en Tunisie, il y a une injustice. La France a tourné le dos à toutes ces valeurs, liberté, égalité, fraternité. Bon courage à nos amis français qui tiennent à ces valeurs
de la France telle que moi, en tout cas, je l'ai un peu connue. Donc, le moment est très sensible, très difficile pour parler de violence, mais au-delà de cette... et on espère tous que cet épisode va se refermer très rapidement, qu'il y aura un début que les enfants palestiniens pourront retrouver une école, une maison, que les femmes et les hommes, que les Israéliens, que les Palestiniens, que tout le monde puisse vivre en paix. Il y a la paix. Est-ce que la paix est possible? Est-ce que la paix est possible? Madame Zral, est-ce que la paix est possible? C'est ça la question. Est-ce que la paix est possible? Et dans nos organisations, dans nos institutions, comment, entre guillemets, gérer la paix ou comment gérer la violence, entre guillemets. Nous sommes des gestionnaires, on fait de la gestion des conflits, on enseigne parfois cela à nos étudiants, mais voilà, on a besoin d'un autre regard. Encore une fois, merci à vous d'être là. Merci à Gérard Haddad d'avoir accepté notre invitation. Gérard Haddad, vous êtes chez vous, vous êtes tunisien, je n'ai pas besoin de le dire, انت تونسي ومرحبا بك في بلدك ويعطيك الصحة وبارك الله فيك اللي قبلت باش تعمل لنا المحاضرة هذه. خولة, à vous la parole. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être présents à notre cycle de conférences du Graal. Merci bien sûr, je remercie aussi et surtout notre invité, le professeur et docteur Gérard Haddad, que j'appelle Gérard parce qu'il a voulu, mais c'est vrai que je vais me faire violence pour le dire. Alors, né en 1940 à Tunis, il entame donc l'école primaire, puis le secondaire à Tunis, au lycée Alaoui. Ingénieur agronome au Sénégal, il s'intéresse à la question du développement et notamment l'amélioration de la culture vivrière, notamment le riz au Sénégal ou encore à Madagascar. Il propose une lecture du fait social et culturel qui commence alors à le guider et guider son cheminement, le cheminement de sa pensée, sa compréhension des liens complexes au travail. Cette réflexion va trouver en fait écho dans un ouvrage intitulé Tripalium, pourquoi le travail est devenu une souffrance, qui a été édité en 2013 aux éditions François Bourin et qui, je pense, sera aussi l'objet tout à l'heure de nos interventions, notamment en écho par rapport au management. Sa rencontre en 1969 avec Jacques Lacan marquera un tournant dans sa carrière avec sa reprise de ses études de médecine en 1970 et l'obtention du titre de psychiatre en 1981. Les principaux ouvrages, j'ai essayé de prendre vraiment quelques ouvrages, mais il y en a bien plus encore. Alors, Manger le livre, dans les éditions Grasset en 1984, Les biblioclastes Grasset 1991, Le jour où Lacan m'a adopté en 2002, Lumière des astres éteints chez Grasset aussi en 2002, Qoëlette et la question du désir, une lecture psychanalytique avec qui a été illustrée par les peintures de Sophie Margen en 2019 aux éditions 100 000 milliards. À l'origine de la violence d'Oedipe à Caïn, une erreur de Freud, point d'interrogation, édité en 2021. En 2003, il reçoit le prix d'Oedipe Le Salon. Il traduit 7 ouvrages du professeur Lebovitz de l'hébreu au français. En 2012, il est invité à intervenir pour clôturer le colloque de réunification des psychiatres tunisiens. Et c'est réellement pour lui le départ d'une intuition, puisqu'il refuse la solitude, la pensée dans la solitude. Et il sort d'une certaine, ce sont ses propres mots, hein, d'une certaine pensée orthodoxe, classique, freudienne, pour se diriger vers le fameux concept du complexe de Caïn. Et c'est lui aussi qui le dit, tel l'Atlas, j'ai besoin de toucher cette terre afin de tirer une nouvelle énergie. Ici, la terre, bien sûr, c'est la Tunisie. Un colloque aussi en son honneur a été organisé le samedi 26 mars à la Bibliothèque nationale de Tunis en 2021, où un collège de 20 intervenants de différentes nationalités et horizons disciplinaires se sont penchés sur la question du complexe de Caïn et aussi de la violence fratricide. Une thèse de doctorat viendra aussi ponctuer ce beau parcours.
Elle se tiendra le 29 février 2024 à la Sorbonne Paris, hein, où il présentera une thèse qui sera consacrée à la question de la violence, notamment en partant des écrits du psychanalyste Otto Rank. Voilà, j'espère que nous avons pu apporter une plus grande connaissance de notre invité. Et je vous recède la parole, Si Karim, pour donner donc les jalons de ce débat. Merci Khawla. Moi je n'ai plus rien à dire. C'est à Gérard Haddad de nous parler de est-ce que la paix est possible dans nos institutions, comment gérer, est-ce qu'on peut gérer la violence, d'où vient la violence, pourquoi cette haine, est-ce que toute guerre est fratricide, je vous cite, hein, quel est votre éclairage, quel éclairage on peut avoir sur la violence aujourd'hui, est-ce qu'on peut désamorcer la violence, voilà, c'est tout cela, vous êtes un spécialiste de la question de la violence et des institutions. Votre cheminement intellectuel aussi, voilà, nous sommes intéressés par tout ce que vous pouvez nous dire, Gérard Haddad, à propos de violence, institutions et organisation. Merci, chers amis, merci beaucoup. Je suis vraiment très touché, j'ai été très touché d'emblée. D'abord, j'aurais tellement aimé, j'avais prévu d'être en Tunisie au mois de novembre. J'ai été obligé d'annuler ce pays dans lequel je me rends régulièrement parce que j'ai besoin de ce contact avec la Tunisie. Je ne sais pas par quel mystère. J'ai une relation avec mon pays natal, dont j'ai eu la nationalité jusqu'à un âge avancé, que j'ai perdu parce que la France n'accepte pas la double nationalité à l'époque. Et quand cette invitation, je voudrais remercier le professeur Karim Ben Kahla et Raoul Ben Mansour, la doctoresse, je ne sais pas si on dit docteur ou docteur, pour leur amicale invitation sur un sujet qui me tient à cœur. Alors, j'ai été présenté tout à l'heure, je vais peut-être en dire quand même un petit peu. Essentiellement, je suis psychanalyste. J'ai été, dès mon enfance, j'étais touché par le message freudien, et sauf que pour des raisons, ce n'est pas le lieu ni le moment d'en parler, j'ai fait un grand détour, et un grand détour par l'agronomie, qui était un détour fécond d'ailleurs, parce que c'était un des rêves à l'époque, c'était de nourrir l'humanité. Il y avait des ouvrages qui avaient du succès à l'époque, La faim dans le monde, et participer à cette lutte contre cette faim, la fameuse révolution verte à laquelle non pas mêlé, mais j'ai au courant des travaux et des initiatives qui avaient été prises dans ce cadre de la lutte contre la faim. Je suis donc psychanalyste à la suite de la rencontre que j'ai faite avec le plus grand psychanalyste français de l'époque, aujourd'hui plus de ce monde, bien évidemment, il serait plus que centenaire, Jacques Lacan. Et Jacques Lacan, avec la magie qui était la sienne, m'a conduit à retrouver mon désir d'enfant, c'est-à-dire de reprendre à un âge avancé, puisque j'avais 30 ans, reprendre mes études de médecine, alors que j'avais une charge de famille et aucun moyen matériel particulier. Je dis ça parce que c'est important de savoir, je vois souvent des jeunes de 25, 26 ans qui me disent « Ouais, mais maintenant j'ai cet âge-là, c'est trop tard ». Non, c'est pas trop tard, puisqu'à 30 ans, on peut refaire 11 années d'études de médecine avec une charge familiale. Donc, c'est un peu une notion d'espoir. Il y a toujours moyen de réaliser son désir si on est prêt à payer le prix. Le prix, c'est des efforts et du travail. Alors, ces jours au Sénégal a été très important puisque j'ai été en contact avec la paysannerie sénégalaise, une humanité qui m'a beaucoup touché, en particulier dans la région où j'étais, qui était la Casamance, au sud du Sénégal, et la question de l'organisation, du progrès technique, et toutes ces questions dont on pourra en parler, si vous voulez, plus tard, ont été très vives pour moi. Et j'en ai fait donc, par la suite, j'avais écrit un ouvrage, un essai, et dans le feu même de cette action, et n'ayant pas d'appui éditorial, il a fallu attendre bien des années pour que ça paraisse ce livre
tout à l'heure, Madame Khawlan en a parlé, qui s'appelle Tripalium. Alors, donc, on m'a dit, je suis né à Tunis, et j'ai grandi à Lafayette, à la rue du Koweït aujourd'hui, et j'ai tiré de cette naissance, de cette appartenance à ce peuple tunisien qui a l'air tout petit, mais qui pour moi est très grand et très important. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont donné à manger, à boire sous le ciel tunisien. Ça m'a donné une énergie qui, paraît-il, impressionne quelques personnes. Alors, je n'ai pas un rapport folklorique avec la Tunisie, je ne parle jamais des choses folkloriques, mais c'est une symbiose intellectuelle qui fait que l'essentiel, presque tout mon travail, est né de rencontres avec la Tunisie, avec mon séjour, avec les intellectuels tunisiens qui sont mes amis. Et je voulais le dire, on a évoqué aussi, j'avais préparé quelque chose, mais ce qu'a dit le professeur Ben Kahla fait que je suis obligé de... Nous vivons une tragédie, nous vivons une horrible tragédie qui est la tragédie du peuple palestinien. Qui est une tragédie, c'est 20 000 morts, c'est milliers d'enfants, ces conditions de vie, cette destruction est quelque chose, quelle que soit notre origine ethnique, religieuse, etc., ne peut que nous blesser profondément. J'ai eu la chance, une autre chance. Dans ma vie, je n'ai eu que des chances. Je terminerai ma vie en étant content de tout ce qui m'est arrivé, parce que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance de rencontrer un homme exceptionnel, comme il n'en existe pas beaucoup, qui s'appelait le professeur, un Israélien qui s'appelait le professeur Leibowitz. Leibowitz était un homme pieux et en même temps l'homme le plus libre d'esprit que j'ai jamais connu. Souvent, on associe religion et obscurantisme. C'est tout à fait primaire. Souvent, les obscurantistes ne sont pas des religieux, ce sont des nationalistes qui couvrent leur nationalisme d'un vernis religieux. La première phrase que m'a dit Leibowitz quand je l'ai rencontré, une des premières phrases, en tout cas, il m'a dit « Nous avons… » C'était en 1988. On a fait bien mieux depuis. Nous avons sur les mains le sang de 300 enfants palestiniens. C'est une tâche qui ne s'effacera jamais et je n'endors pas la nuit. Voilà une des premières phrases que cet homme m'a dites. Et j'ai eu l'impression d'avoir devant moi un prophète. C'est lui qui a inventé le concept de judéo-fascisme ou de judéo-nazisme même, qui caractériserait désormais certains courants du sionisme actuel, car ce ne sont que des fascistes et des anti-humains. Donc, je voudrais vous dire d'abord quelques mots. Qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? Parce que je suis très attaché à cette discipline qui est la mienne, pour laquelle j'ai beaucoup donné, et beaucoup d'efforts que j'ai dû faire tardivement pour rejoindre la discipline que j'ai découverte dès mon adolescence à Tunis. Tunis, dans les années 50, 60, vous n'avez pas idée ce que c'était, peut-être que ça continue, hein. C'était un bouillon de culture incroyable. Nous avions les plus grands professeurs venaient à Tunis enseigner. Nous avions le théâtre municipal de Tunis, cette espèce de bonbonnière, il y avait toutes les troupes de la comédie française et autres venaient. Les concerts symphoniques, c'était toutes les semaines, c'était toutes les 2 fois par semaine. J'ai grandi dans cette ambiance. Tunis était un peu une petite Vienne, si vous voulez, la Vienne de la Mitteleuropa à l'époque, juste à un moment d'indépendance. Voilà. C'est dans cette ambiance que j'ai grandi, que je me suis formé. Si bien que lorsque je suis arrivé à Paris, je n'ai pas été dépaysé, mais je dis, après tout, ils ne sont pas au même niveau que nous avions à Tunis. Hein. C'était un peu assez curieux. Des gens comme Michel Foucault enseignaient à l'Institut des hautes études à Tunis et d'autres, il n'est pas le seul. Alors, la psychanalyse, il faut que je vous la définisse. Madame Ben Mansour veut que je donne des précisions et des définitions. Alors, la psychanalyse repose sur un concept fondamental qui est le concept d'inconscient. C'est-à-dire que nous avons en nous des forces donc inconscientes qui agissent en nous et qui déterminent nos pensées, qui déterminent nos actes, qui déterminent nos choix, qui déterminent nos amours. Et Freud avait eu cette phrase
le moi n'est pas maître chez lui. Les gens, certaines personnes croient qu'ils contrôlent leur vie, qu'ils sont les maîtres chez eux. Le moi est maître chez lui. Eh bien, la grande révolution freudienne, qu'il a comparée à la révolution copernicienne, que la Terre n'est pas le centre du monde, eh bien, le moi n'est pas le centre de la personnalité de chacun de nous. Et ça, la formation du psychanalyste exige que nous fassions nous-mêmes une psychanalyse très avancée, normalement. Du temps de Lacan, c'était comme ça. J'avais 12 ans avec lui, tous les jours. Et j'ai pu expérimenter la présence de cet inconscient. La psychanalyse, ça ne s'apprend pas à l'université. À l'université, vous apprenez des choses, bien sûr, des livres, vous lisez Freud, vous lisez des tas de gens, intéressants ou moins intéressants. Mais vivre cette expérience, vous voyez à quel point l'inconscient agit en vous, ça, vous ne pouvez le faire que dans une cure menée avec assez de rigueur. Alors, cet inconscient freudien, et ceci reste intangible. Si vous ne croyez pas en l'existence de l'inconscient, si vous ne l'avez pas ressenti, alors il faut l'avoir ressenti, ce n'est pas une donnée universitaire. Vous ne pouvez pas être psychanalyste. Alors, pour Freud avait organisé cette découverte qu'il a faite à la fin du 19e siècle, au début du 20e, pour déchiffrage de l'inconscient. Les moyens sont essentiellement la voie royale, comme il disait, c'est le rêve. C'est dans le rêve que notre inconscient s'exprime et d'une manière déformée, d'une manière métabolisée, si vous voulez, et qu'il faut déchiffrer par des techniques, c'est pas toujours évident. Et des fois, un rêve, vous mettez 30 ans pour le déchiffrer, ce qui m'est arrivé à moi en particulier. Il avait donc construit, structuré, si vous voulez, ce champ autour d'un concept qu'il a appelé le complexe de Dieu. C'est voilà, très grossièrement présenté en quelques mots, en une phrase, ce qu'est la psychanalyse. Alors, avec le temps qui passe, on se demande aujourd'hui s'il n'y a pas une crise de la pensée. Quand elle est apparue, la pensée freudienne, au début du XXe siècle, ça a été une révolution extraordinaire. Ça a marqué tout l'Occident, et pas seulement. Mais en tout cas, c'était devenu quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que les analystes ont des choses à dire aux tragédies que l'humanité traverse? Voilà la question. Et il semblerait que non. Il semblerait que ce schéma freudien que je vous ai... Attendez, il y a des vingtaines de livres. Freud a laissé 24 volumes. C'est des œuvres complètes. Je voulais, pour faire plaisir à mon ami Raoul Ben Mansour, j'ai résumé en 2 phrases. Mais en tout cas, ce schéma freudien ne fonctionne plus tout à fait bien, à tel point qu'un psychanalyste éminent, égyptien, il s'appelait Mustapha Safwan, qui est un ami de Freud, de Lacan d'ailleurs, avait dit vers la fin de sa vie, la psychanalyse est morte. Elle n'agit parce que le déclin du patriarcat, disait-il, le déclin de la place du père dans la société,
fait que la psychanalyse, qui a été construite sur le complexe d'Oedipe, est morte. Voilà. En ce monde, comme disait mon cher Maïmonide, le monde sublunaire, tout a une fin. Et la psychanalyse aurait... Je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Je pense qu'elle n'est pas morte, la psychanalyse, mais elle a besoin d'un profond remaniement de ses concepts fondateurs. Et c'est ce que je fais depuis le premier jour, depuis le premier travail que j'ai présenté, ce qui m'a servi de mémoire de psychiatre, qui va devenir un livre qui s'appelle Manger le livre, qui est nourri d'ailleurs de souvenirs tunisiens ou de souvenirs aussi musulmans. Je donne un exemple. Dans une clinique au Sénégal, c'est un film que j'ai vu, on voit comment un jeune homme qui a l'air de souffrir de troubles mentaux, et son père l'amène dans une clinique, entre guillemets, clinique, tenue par des marabouts sénégalais, et il est reçu donc par ce guérisseur, ce marabout, et qu'est-ce qu'il fait pour le soigner? Il prend une feuille de papier et il écrit dessus des versets du Coran. Je pense que c'est du verset du Coran, enfin, imagine. Il met cette feuille dans de l'eau et il met jusqu'à ce que cette écriture s'efface et il fait boire cette eau à ce malade. Et on voit dans le film que petit à petit, parce qu'il refait ça tous les jours, et on voit l'amélioration de la santé de ce jeune homme. Quand je suis arrivé dans les hôpitaux psychiatriques français, j'ai demandé aux patients maghrébins à ce qu'ils connaissent ça. Tout le monde connaissait ça. Tout le monde avait une bouteille d'eau chez lui. Il prenait les médicaments classiques européens, si vous voulez, l'Aldol, par exemple, c'était à l'époque le grand antipsychotique, et il prenait aussi la boisson que l'imam ou le marabout, je ne sais pas qui, avait préparée pour lui. J'ai pu constater d'ailleurs que ça n'avait pas la même efficacité dans ce film au Sénégal. Donc, Manger le livre, au fond, tout mon travail est parti de là. Comment l'individu, le sujet, si vous voulez, s'articule au groupe. L'articulation du sujet et du groupe va devenir le thème principal. Comment fait-on social? Comment fait-on société? Et je vais poursuivre ce fil tout le long de ma réflexion, et ça va me mener, je crois, à certaines thèses. D'ailleurs, cette thèse sur Manger le livre, qui se substitue à la théorie freudienne exposée dans un de ses livres qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Totem et Tabou. Pour lui, à l'origine des groupes humains, il y a un père que les fils ont tué et qu'ils ont mangé. Et qu'après, ils vont recommencer ça avec des totems, un animal qui est représentant de ce père primitif assassiné. Et tous les ans, ils font une petite fête comme ça, ils mangent cet animal ou cette plante, quelquefois, totémique. Eh bien, cette théorie de Freud ne tient pas la route. Et quelqu'un comme le grand ethnologue Lévi-Strauss a montré que le totémisme est une notion qui n'est plus admise par tous les ethnologues. En général, les spécialistes sont jamais d'accord tous ensemble. Sur cette question-là, dit-il, tout le monde est d'accord. Le totémisme est une histoire qui a été avancée par un éminent, très important penseur anglais qui s'appelait Fraser, mais sur ce point précis, ça ne tient plus la route. Et donc, cette théorie totémique de Freud s'est effondrée, et moi, je propose à la place de cette théorie totémique, cette théorie que ce qui fait cohésion du groupe, c'est un livre fondateur. Pour les Juifs, ce que je suis, la Torah, le Pentateuque, le livre de Moïse, n'est-ce pas? Pour les musulmans, le Coran. Pour les chrétiens, les évangiles. Pour les bouddhistes, le Mahabharata. Pour les lacaniens, les œuvres de Lacan. Pour les freudiens, les œuvres de Freud. Pour les pêcheurs à la ligne, le statut de l'association de pêcheurs à la ligne. Il y a toujours un texte fondateur à l'origine du groupe. Et par la suite, j'ai développé d'autres idées. Pourquoi justement la violence qui s'exprime déjà dans les autodafés, par exemple. Vous savez, quand Hitler prend le pouvoir, la première chose que font les nazis, ça a été de brûler des livres.
Et Freud a eu cette phrase, ils brûlent des livres aujourd'hui, ils vont brûler des hommes demain. C'était assez prophétique quand même. C'est d'ailleurs une phrase qui est du poète allemand Heine. Il y a, quand on mange le livre, quand on lit le Coran, on le mange. Quand je lis la Torah, je la mange. Quand je lis les évangiles, je les mange. C'est par amour. On ne mange que ce que l'on aime. On ne mange pas des choses qu'on n'aime pas. Il peut arriver qu'on n'aime pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On jette, on crache, on brûle. Il va y avoir un autre courant qui va être la destruction du livre. Ça a été mon second livre, mon troisième livre, je ne sais pas, peu importe le numéro, un livre qui s'est appelé d'abord Les Biblioclastes et qui va s'appeler par la suite Les Folies millénaristes, dans lequel je montre qu'au fond, cette destruction des livres est parallèle à des courants de pensée totalitaires, messianiques. On croit qu'on va arriver à la fin du monde, à un monde où il n'y aurait plus de haine, etc. Mais à la condition qu'on détruit, qu'on tue, qu'on efface toute la culture antécédente. Dans toutes les religions, il y a toujours ce courant messianiste qui est sous-jacent. Je ne suis pas là-dessus. Dans le judaïsme, aujourd'hui, les événements tragiques et catastrophiques qui se passent au Moyen-Orient, en Palestine, en Israël, sont renforcés par une bande de gens qui croient que le Messie est à nos portes, à condition d'exterminer tous les gens qui s'y opposent. Le messianisme est un des facteurs politiques les plus importants, me semble-t-il. Un des facteurs, par exemple, les nazis pensaient qu'ils allaient créer le Reich de Milan. Milan, d'ailleurs, c'est bizarre, pourquoi Milan? Millénarisme, Milan. Qu'ils allaient créer un monde idéal, mais que des Ariens, des gens blonds aux yeux bleus. Voilà, et on sera tellement chouette, et à condition d'exterminer les Juifs, en premier, mais aussi les Slaves, les handicapés, tout ça. Dans l'islam, il doit y avoir aussi assez sous-jacent, cette pensée du jugement dernier. Chez les chiites, il y a l'idée de mais ça peut rester sous-jacent comme un horizon, comme un idéal, mais si ça devient ça devient catastrophique. Alors, j'étais quand même resté très longtemps dans ce schéma freudien, le livre amélioré, aménagé, jusqu'au moment donné où j'ai utilisé j'ai été invité, je ne sais pas pourquoi, dans un congrès des psychiatres tunisiens qui avaient décidé de se réunifier. Il y avait plusieurs associations de psychiatres et à Gamart, ils ont fait un grand congrès pour réunifier toute la psychiatrie tunisienne. Et ils m'invitent pour clôturer ce colloque de réunification. Vraiment, ça m'a secoué. Pourquoi moi? Vous savez, souvent, c'est l'expression, pourquoi moi? Je suis plus tunisien, j'ai perdu ma nationalité tunisienne, malgré moi. Je ne travaille pas en Tunisie, je ne suis pas de la majorité ethnique musulmane. Et on me fait ce grand honneur de m'inviter à clôturer. Et je me suis dit, il faut que ce que je vais dire soit à la hauteur de ce cadeau magnifique que l'on me fait. Quand vous interrogez votre inconscient, et vous êtes sympa avec lui, il faut être en bon terme avec lui. À ce moment-là, et a jailli dans mon esprit une nouvelle thèse auquel je n'avais pas encore. A jailli dans mon esprit un personnage qui s'appelle Joseph. Joseph est très aimé dans le judaïsme, mais il est aussi très aimé, comme vous le savez, dans l'islam, puisque la plus longue des sourates s'appelle Youssouf. Et Joseph, c'est le personnage qui incarne le pardon dans la rivalité des frères. Ses frères ont voulu le tuer, ils l'ont vendu comme esclave, ils l'ont fait toutes les misères du monde. Il va avoir la carrière extraordinaire qui a été la sienne, puisqu'il arrive au sommet du pouvoir en Égypte, et il retrouve ses frères, il les taquine, il l'avait bien mérité, mais il leur pardonne. Et un pardon complet. Quand on pardonne, ça doit être complet, il ne faut pas garder un petit bout par-devers soi.
Et j'ai vu dans le personnage de Joseph, et c'est mon intervention que j'ai faite, et je l'ai mise d'ailleurs dans mon dernier livre, en annexe, j'ai repris le texte de mon discours à Gamart. Oui, quand je vous dis qu'avec la Tunisie, j'ai une symbiose, c'est pas du tout. Ça a été pour moi vraiment une secousse, cette histoire de la fraternité, de la violence liée à la fraternité. Concours de circonstances, je suis aussi invité, je suis souvent invité, d'ailleurs comme aujourd'hui, par vous, je suis invité sur le lac, dans un hôtel du lac, sur un colloque, pour un colloque que dirigeait Hamad Irdissi et El Awardi sur le fanatisme. Et moi, à l'époque, du fanatisme, ce n'est pas un sujet qui me... C'est l'effet des colloques. Un colloque, ça peut être très ennuyeux. On a l'impression qu'il ne se passe rien, ou qu'il se passe des trucs, peu importe. C'est souvent, comme dirait Freud, l'après-coup que les choses. Je suis allé à ce colloque un peu en traînant les pieds, sauf que, après le colloque, j'ai compris, je me suis dit, mais attention, la question du fanatisme est la plus grande question de la psychologie collective. C'est le mal social par excellence, le fanatisme. C'est l'origine de toutes les catastrophes. Regardez ce qu'a fait le fanatisme en Occident, dans le monde entier, au XXe siècle. Toutes les guerres mondiales sont des guerres liées au fanatisme. Et je me suis lancé dans un essai sur le fanatisme. Souvent, quand on pense fanatisme, on pense religion. C'est faux. Le fanatisme, j'ai décrit 4 formes de fanatisme. La première est la plus grave. C'est celle qui domine tout le monde. C'est le nationalisme. Aimer son pays, avoir un sentiment national, ce qu'on appelle le patriotisme, c'est normal, c'est quasi biologique. Quelqu'un qui n'aimerait pas son pays, il est malade. Il a quelque chose qui ne va pas. Mais le nationalisme, ce n'est pas l'amour du pays, c'est autre chose. C'est de considérer que ce pays est au-dessus de tout le reste, que tous les autres ne comptent pas. Voilà, le nationalisme. Et le nationalisme, quelqu'un qui s'appelait mon maître Leibowitz m'a enseigné cette phrase d'un Autrichien qui s'appelait Grillparzer, un illustre inconnu dramaturge autrichien, qui a dit le nationalisme, c'est le plus court chemin vers la barbarie. En tout cas, le nationalisme est une des causes de la violence dans le monde. Aujourd'hui, on le voit bien avec le nationalisme israélien, le nationalisme russe, etc. Ça vous donne envie. L'autre n'existe pas, on peut le détruire, on peut... Et cette étude du nationalisme, il se trouve qu'à cette époque-là, il y a eu en France des attentats, mais dans le monde entier, faits par des islamistes. J'ai été frappé par le fait, je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir été frappé, c'est que la plupart de ces terroristes étaient des frères. Les frères Kawashi, les frères je ne sais pas quoi, Abdeslam, là-bas, à Boston. Les attentats du 11 septembre ont été faits par de la famille, par des frères aussi. Je faisais partie des gens qui ont organisé cet énorme attentat. Sri Lanka, récemment, il y a quelques années, il y a eu un attentat monstrueux dans les églises chrétiennes au moment de la Pâque, qui a conduit à des centaines de morts. Là aussi, c'était des frères. Et je me suis posé, je suis arrivé à ce qui devait arriver, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt, c'est cette histoire de frères. Ces frères terroristes, en fait. Il y a un texte de Freud intéressant, très intéressant, même sur Napoléon, sur lequel il n'a pas mis assez l'accent, à mon avis, tant mieux, ça me permet à moi de me faire un petit peu avancer sur ce terrain-là. Freud, il parle de Napoléon, il dit Napoléon, quand au départ, il avait une haine féroce contre son frère Joseph. Et puis quand on s'appelle Napoléon, on n'a pas les sentiments légers, c'est toujours des sentiments extrêmes. Et voilà que cette haine, sous la pression familiale, comment ton frère, etc., non, on ne peut pas, va se transformer en amour, mais en amour aussi violent que l'était la haine.
à tel point que Napoléon, dit Freud, ne pouvait aimer une femme que si elle s'appelait Joséphine, comme son frère Joseph. Quand il va en Égypte, c'est parce que l'Égypte, c'est le pays de Joseph, etc., etc. Et il ajoute, est-ce que cette haine initiale de son frère a disparu? Il dit non, elle n'a pas disparu, elle a été déplacée. Elle a été déplacée sur qui? Il dit, c'est ce qui va être le moteur des guerres napoléoniennes qui ont coûté des centaines de milliers de morts. Et Freud, avec un peu d'humour, il avait beaucoup d'humour, Freud quand même, s'il avait tué son frère, bébé, enfin, c'était son grand frère, hein, quand ils étaient enfants, il suffisait de pousser dans l'escalier, je ne sais pas. Il aurait épargné à l'Europe des centaines de milliers de morts. Donc, toute guerre a une origine fratricidaire. Voilà. Tout cela m'a conduit à proposer un nouveau concept, non pas la place du complexe d'Oedipe, en relation avec lui, que j'ai appelé le complexe de Caïn, dont l'Oedipe ne serait qu'une modalité. Je vais jusque-là dans l'hérésie. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a une rivalité des frères. D'ailleurs, la Bible, la Torah, le livre de la Genèse, qui est un très beau livre, commence au début le premier acte du premier homme. Le premier homme, on dira, c'est Adam, n'est-ce pas? Adam et sa femme Ève. En fait, le premier vrai homme fait par les voies normales, c'est-à-dire par un acte sexuel, hein, c'est Caïn. Et qu'est-ce qu'il fait? Le premier acte de cet homme, c'est de tuer son frère. C'est-à-dire qu'à l'origine de l'humanité, il y a un meurtre. Freud pensait que c'était un meurtre du père. La Bible nous dit non, c'est le meurtre du frère. Et dans la postérité de ce Caïn, il va y avoir un qui va créer la forge, c'est-à-dire la technique, un autre qui va inventer la musique, du Balkan, je crois, et le troisième qui construit une ville. On se demande pourquoi faire une ville alors qu'ils étaient 4 chats à l'époque. D'après le mythe biblique, à la création de l'homme, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Mais si vous ajoutez ville, art et technique, vous avez l'humanité. Donc ce que nous dit la Bible dans cette parabole manifeste un mythe, car historiquement, ce n'est certainement pas vrai, c'est que l'origine de l'humanité, c'est ça, c'est un meurtre fraternel. Et donc, j'ai avancé, je ne suis pas le premier d'ailleurs, il y a quelqu'un avant moi qui a eu l'idée, mais il n'a pas donné suffisamment de développement. Et c'est sur ce thème-là qu'il y a un an, grâce à Madame Mariam El Mansour, nous avons, et Samia Krassab, nous avons eu un magnifique colloque à la Bibliothèque nationale de Tunis sur ce thème où il y a eu une vingtaine d'intervenants, certains venant de France et des Tunisiens aussi bien qui ont... Je disais tout à l'heure que Freud disait que le complexe d'Oedipe, à un moment donné, ça s'arrête, ça vole en éclats. Le complexe de Caïn, lui, il est indestructible. Il nous accompagne toute notre vie. Comment la société peut fonctionner avec ça? Vous savez, il y a une phrase, au fond, mon complexe de Caïn n'est pas très différent de ce qu'avait dit le grand penseur de la politique qui s'appelait Hobbes, à savoir que la société, c'est la guerre de tous contre tous. La société, c'est la guerre de tous contre tous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est également, Darwin avait eu l'idée également, avait ça, the struggle for life. Prenez une prairie, dès qu'il y a une petite graine qui pousse, et il y a les autres graines autour qui les gênent, n'est-ce pas? Tout le monde veut sa place au soleil. Struggle for life. The struggle for life, la thèse de Hobbes sur l'humanité qui est fondée sur la violence, la guerre de tous contre tous, comment ça se gère? Voilà le grand problème. Voilà le grand problème que l'humanité se pose depuis l'origine. Depuis l'origine, comment ça se gère ça? Ça se gère sur une scène particulière qu'on appelle la scène
politique. Tout est, moi, le vieux marxiste que j'étais, je ne suis plus tellement, mais bon, tout est politique, on pourrait dire. La politique, c'est quoi? C'est la gestion du complexe de Caïn. Toutes les doctrines depuis l'Antiquité, depuis Hammurabi, et le Code d'Hammurabi, la Torah de Moïse, le Coran, Platon et sa République, Platon et sa République, Aristote et sa politique, etc. On ne cesse de réfléchir à cette question, d'inventer des systèmes de gestion du complexe de Caïn, et ça se casse la gueule tout le temps. Ça tient ce que ça tient, mais ça ne tient pas. Personne n'a trouvé la manière parfaite de gérer cette espèce de struggle for life que nous portons tous en nous. Je soutiens d'ailleurs que le refoulement du complexe de Caïn est le plus grand des refoulements. Tout à l'heure, je disais avant que la séance s'ouvre, si je vous expose ce que c'est que ce complexe de Caïn, mais qui mérite d'ailleurs, sur lequel j'essaie de donner des développements variés et divers, je l'étudie, quoi. Si vous faites ça dans une conférence, comme aujourd'hui, c'est simple. Bon, pourquoi pas, il dit ça, bon, le pauvre, peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il a raison, mais ça reste théorique, ça reste. Mais si vous le vivez concrètement, ça change. Ça change. Prenons l'exemple. Si vous dites à un juif que l'arabe c'est son frère, qu'est-ce qu'il va dire? Hachek. Si vous prenez un musulman, ça m'est arrivé combien de fois, un jour j'étais dans un taxi, il m'a dit, ah oui, c'est un juif Hachek. Je dis, à cause de ça, je ne te donne pas de pourboire. Si vous dites à un musulman que le juif c'est son frère, Hachek. C'est pour vous dire à quel point nous avons ce refoulement qui fait que l'autre, nous le voyons avec un certain dégoût, une certaine phobie. N'est-ce pas? Parce que le complexe de Caïn, c'est comme jeter une pierre dans l'eau, ça fait des ondes, n'est-ce pas? Au début, c'est le frère, ok, ou la sœur. La sœur, c'est bien. Après, non, ça ne va pas être la sœur, ça va être le voisin, ça va être l'autre, le village d'à côté, ou ça va être l'étranger, l'autre qui n'a pas la même foi que moi, le mécréant, etc., etc. Comment peut-on lutter contre... On va pas, tout à l'heure, il n'y aura jamais de fin à la violence. La solution du problème, s'il y a une solution d'ailleurs, il y a un de mes amis qui a eu cette belle phrase, qui m'a dit, nous devons arriver à remplacer la compétition par la rivalité par la compétition. L'émulation, voilà, il a dit cette phrase. Il faut remplacer la rivalité par l'émulation. Ça devient à ce moment-là très intéressant. C'est comme dans un match de foot, quoi. Chacun essaie de jouer mieux que l'autre. Donc, vous voyez à quel point cette difficulté de lutter contre la violence, qui est enracinée dans une profondeur de l'être, de l'inconscient, à une profondeur, si je puis dire, une force inimaginable. Alors, la gestion du complexe de Caïn doit se faire sur plusieurs plans. Le premier, c'est d'abord amoureux, la relation homme-femme, disons, dans le cadre qui est quand même le plus courant, l'hétérosexualité. Je me pose la question, la femme serait-elle la belle de l'homme? Est-ce que l'homme, vis-à-vis d'une femme, serait-il son Caïn? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le féminicide. Tempéré, bien sûr, par l'amour que l'on peut éprouver pour cette personne. La question de la jalousie dépend-elle de cette histoire de Caïn? Longtemps, j'ai cru dans la psychanalyse classique que cette jalousie à l'égard de votre compagne pour sa vie sexuelle actuelle ou antérieure, elle dériverait de l'Oedipe. C'est le père qui se dit. Non, ben non.
J'ai mis du temps à découvrir que non. C'est le frère qui se cache derrière cette jalousie. Plan amoureux, scène du travail. C'est ce que j'ai essayé de développer dans mon livre Tripalium. J'ai découvert que si les populations traditionnelles africaines refusent certaines réformes, certains progrès techniques, c'est pas parce qu'ils sont abrutis, comme on le dit dans les milieux racistes et coloniaux. C'est parce qu'ils savent que s'ils adoptent ce mode de travail, leur village, leur structure, qui leur apporte beaucoup de satisfaction, vole en éclats. Introduire la traction animale, par exemple, dans un village de Casamance, vous ne pouvez pas, parce que ça fait voler en éclats le village. Nous avons réussi à convaincre, du temps où j'étais au Sénégal, nous avons réussi à convaincre un monsieur qui s'appelait Barlow, qui est mort, j'ai eu de ses nouvelles aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Il a été obligé de quitter le village pour se mettre à développer les techniques modernes d'agriculture. Modernes plus ou moins, mais améliorées. Troisième niveau, c'est la scène du marché. Quand vous avez produit, il faut amener, il y a d'autres personnes qui ont produit comme vous, et il va y avoir le marché, c'est-à-dire la mise en compétition des produits des uns et des autres. Ça devrait être le marché loyal, le marché ouvert. Aujourd'hui, nous avons surtout un marché dont les dés sont pipés par les grands groupes monopolistiques, par le néolibéralisme qui a perverti les lois du marché. Et souvent on dit que ce qui mène l'économie capitaliste, c'est le marché. Je ne crois plus, non. Sinon, pourquoi est-ce qu'on nous a imposé un vaccin qui ne marche pas plutôt qu'un vaccin meilleur qui marche? Parce qu'il n'est pas américain. La pandémie a été le révélateur de beaucoup de choses. Pour moi, j'ai vécu ça de manière extrêmement importante. Comment on a expérimenté en Occident des moyens de contrôle non démocratiques. Parce qu'on nous parle beaucoup de la démocratie, moi j'y crois relativement, après ce que nous avons vu. Comment on contrôle une population entière, on les met sous... Il faut qu'ils se vaccinent, il faut qu'ils aient un pass sanitaire sur leur téléphone. Vraiment un contrôle de la population pour son bien, disent-ils. On le sait que ça n'a pas été tellement pour son bien et qu'on a entraîné des dégâts énormes sur le plan en particulier psychiatrique. Et des familles ont été déchirées par ce confinement qu'on nous a imposé. Donc voilà, je vous ai exposé très schématiquement les différents plans de mon travail actuel. Sur chacun de ces plans, il y a un travail énorme à faire, d'approfondissement, de précision, pour construire une nouvelle théorie psychanalytique solide et efficace, qui aura une couleur tunisienne. D'ailleurs, la psychanalyse, depuis le début, elle a une couleur tunisienne, puisque Freud s'est comparé, devinez à qui? À Hannibal. Hannibal, il était quoi d'ailleurs? Et voilà, il y a cette coloration tunisienne de la psychanalyse qui est dans sa tradition, comme dans sa tradition également, il y a une couleur italienne. Mais les Italiens, pour les Tunisiens, c'est quand même des gens très proches de nous, aussi bien par leur langue que par leurs mœurs alimentaires. Voilà, je vous ai dit à peu près ce que pour donner place à un débat ou une discussion. J'espère que je n'ai pas été hors champ complètement. Merci beaucoup. Merci, docteur Gérard. Barakallahu fik, c'était très intéressant. Je vais donner la parole tout de suite au présent. Juste 2 mots peut-être. C'est très profond, mais je trouve que votre thèse est extrêmement profonde. Quand je pense à, vous savez, ici en Tunisie, les frères algériens, par exemple, quand il s'agit de relations internationales, on est tout le temps en train de dire nos frères algériens, nos frères marocains, nos frères... Même nos frères tunisiens. Khouya, quand on se parle dans la rue, on s'appelle Khouya. Et parfois, ce Khouya, ou ce frère, ça couvre une agressivité... ça permet de gérer une forme
de violence. Vous avez aussi parlé de la concurrence, parce que la concurrence, c'est aussi elle est le moteur de l'économie, mais essentiellement la concurrence, c'est cela aussi, c'est des produits qui se ressemblent ou c'est des entités qui se ressemblent, et il y a soit c'est moi, soit c'est l'autre. On pourrait parler aussi des entreprises, des collègues, des relations entre collègues dans Oui. dans les entreprises. Bref, les registres, la façon de lire les différentes réalités des organisations, des institutions à différents niveaux, ça peut être de l'entreprise jusqu'aux relations internationales. L'idée de ce fratricide